Ouais. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce second numéro de Psychologie et Société, analysons le débat. Et aujourd'hui, nous recevons Abdoulaye Kanté, policier qui se présentera lui-même dans toutes ses fonctions, et puis toujours Teva Kisri-Seyon, psychologue clinicienne, pour le regard du côté de la psychologie sur notre actualité, mais aussi sur notre humanité et ce qui peut se passer en ce moment dans les débats qui ont été très mouvementés en 2020 et puis en 2021, ça se continue du côté des violences policières qu'on a pu voir, dont les médias ont parlé, et puis d'autres voix telles que celle de Abdoulaye qui ont un autre regard sur ce qui peut se passer dans notre société. Donc je propose qu'on commence par toi, Abdoulaye, et que tu te présentes un peu à ceux qui nous écoutent, et puis que tu nous dises ton point de vue, et on partira de là sur ce qui a été dit du côté des violences policières. Eh bien, bonjour à tous, merci de me recevoir. Je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc je suis policier, donc ça va faire 21 ans que je suis dans la police française. Donc j'ai commencé très jeune, hein, à l'âge de 19 ans, donc j'ai commencé en ce qu'on appelle la police secours, autrement dit les appels 17. Et ensuite, donc j'ai migré vers la brigade anticriminalité pendant 2 ans dans le nord de Paris. Après, donc, je suis parti en police judiciaire, donc, c'est-à-dire au 36 quai des Orfèvres, à la brigade des stupéfiants de Paris. J'ai fait un certain nombre d'années là-bas, 6 ans. Ensuite, je suis parti à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, donc du 93, donc un département d'Île-de-France, où effectivement j'ai œuvré dans tout ce qui était atteinte aux personnes, enlèvement, séquestration, homicide. Donc c'était des affaires assez sérieuses. J'ai été notamment aussi sur les attentats de 2015 au Stade de France et à l'assaut de Saint-Denis. Et aussi après, donc j'ai émigré ça va faire 3 ans maintenant. Je suis à la coopération internationale maintenant. Et du côté des violences policières et tout ce qui a pu être dénoncé ces derniers temps, quel est ton avis et quel est ton regard sur tout ce qui peut Alors, se dire? il faut savoir un truc, c'est que justement le terme déjà violence policière déjà n'existe pas déjà. Ce terme n'existe pas parce que légalement il n'existe pas. Donc le terme qui est vraiment le plus amène, qui est plus exact, c'est le terme violence illégitime. Pourquoi violence illégitime? Parce qu'il faut savoir que la police a la légitimité de la violence. Parce que nous avons dans la loi, c'est que nous avons possibilité d'user de la violence pour faire cesser une infraction. À partir du moment que justement que on dépasse le cadre de la loi qui nous autorise à faire usage de cette violence, c'est ce qu'on appelle les violences. La légitimité, elle est là. L'illégitimité, ça devient illégitime. Il faut savoir que en France, on traverse une crise depuis un certain nombre d'années. Là, ça fait bientôt plus de 2 ans, entre celle des gilets jaunes et de la loi travail, et qui a justement où on a eu des images qui étaient assez choquantes, hein. C'est compréhensible, c'est choquant de manifestants qui manifestaient contre la cherté de la vie, parce il faut savoir que les gilets jaunes, c'était ça, les revendications, avant que ça devienne assez disparate. Et après, il y avait aussi un certain nombre de policiers qui étaient engagés, surengagés et peut-être non formés, des fois dans certaines situations, c'est-à-dire dans le maintien de l'ordre. Et des fois, on a pu avoir certaines images qui n'étaient peut-être pas acceptables, voire déplorables, notamment du côté de la police et aussi du côté aussi de la population. Après, le terme violence, ce qu'on dit, on entend violence policière, c'est un terme, je pense aussi, où certains en font usage pour justement essayer de tout mettre au sein d'une institution. Il faut savoir aussi, c'est que dans certaines situations, je prends un exemple d'une interpellation où un individu qui ne veut pas se laisser faire, par moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens pensent que oui, bah attendez, vous êtes formé pour ça, on va essayer sur des idées reçues. Mais vous savez, ce qui se passe en école et en la réalité, c'est totalement différent. Totalement différent. Donc, on essaie de s'approcher des techniques d'interpellation qu'on apprend à l'école, mais quand on est dans la vraie vie, c'est totalement différent. Et il peut arriver évidemment de certains drames. Alors, concernant la multiplication de certaines violences qu'on peut voir qui émanent de certains de nos collègues, oui, effectivement, donc il y a des choses qui ne sont pas belles à voir, ça c'est sûr certain. Après, je fais très attention aussi à l'instrumentalisation de beaucoup, parce que certains, évidemment, vont utiliser les réseaux sociaux, certaines vidéos, une partie pour essayer de dénoncer certains faits, mais ils n'ont pas le avant. Et c'est toujours ça, quand on dit qu'il faut contextualiser un moment, il faut aussi avoir tout pour essayer de la globalité, pour essayer de se faire une idée. La justice ne se donne pas sur les réseaux sociaux. Malheureusement, en ce moment, nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux maintenant essayent de déformer l'objectivité ou le regard des personnes par rapport à certaines situations. Quand on est face à une situation violente,
l'humain en lui-même est choqué. C'est normal, c'est dans notre cerveau, quand on voit des images sur lesquelles nous n'avons pas l'habitude de voir, tout de suite, nous sommes interloqués. Et c'est comme ça. Et nous le vivons. Parce qu'il faut savoir que le policier, en lui-même, il vit avec cette violence au quotidien. Il vit avec cette violence au quotidien. Donc, il faut qu'il ait une capacité d'absorption. Et le citoyen lambda ne l'a pas, cette capacité. Donc, à nous aussi de faire en sorte d'être professionnels, de faire en sorte que, justement, nous pouvons faire notre métier le plus de manière pro, sans pour autant qu'il y ait des choses qui dépassent le cadre de la loi. C'est ça exactement. Et est-ce que donc tu parles d'arriver à pouvoir absorber tout ça? Mais est-ce que c'est peut-être pas là justement qu'il se passe quelque chose? Et puis Tevaki, tu me diras ton regard là-dessus. Parce Mhm. que nous qui sommes dans les métiers de la psychologie, donc on a autant des personnes des institutions qui viennent nous voir que des personnes qui ont pu vivre violences illégitimes ou en tout cas des altercations qui ont mal tourné avec la police. Et puis je l'ai déjà vu aussi, on vient de Strasbourg, j'ai pu moi quand même voir des policiers qui avaient des propos racistes. Et on a grandi quand même dans une idée que le magistrat, le policier, les institutions, en fait, devaient nous donner une forme de normes positives. C'est-à-dire qu'on attend quand même d'eux une forme de perfection parce qu'ils sont à des postes quand même clés et à pouvoir. Moi, de mon côté, j'ai déjà vu clairement des policiers. Alors, c'est sûrement une question de profil et puis de névrose, mais j'ai déjà entendu clairement des policiers faire des remarques racistes à des personnes qu'ils interpellaient. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une question du coup de profil, de personnes qui sont peut-être mal formées, trop fragiles, qui se laissent déborder par cette violence ambiante et finalement, au lieu de garder son uniforme et d'agir à partir de son uniforme, ils agissent à partir de leurs problématiques, de leur questionnement peut-être de leurs problématiques de violence mal réglées et c'est là qu'on trouve des débordements. Donc peut-être je vais t'essayer d'abord répondre, Tevaki. Est-ce que toi tu penses que ça peut être une question de profil où il peut y avoir cette violence-là, ce racisme-là qui sort de manière anecdotique ou non, et puis on laissera après Abdoulaye nous donner son avis. Bah, je pense que dans la police, il y a cette question de profil, mais il y a aussi cette question finalement finalement de tous ces postes à pouvoir, en fait, où en fait, dès qu'il y a un pouvoir, après, ça dépendra de l'humain, de ce qu'il va en faire, du pouvoir qui lui est donné dans le cadre du travail. Et là, dans ce qu'il en est En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que là, Abdoulaye peut nous donner donc un regard de l'intérieur par rapport à ce corps du métier, puis aussi la question de comment finalement la population vit finalement la police. Du côté donc du regard de ce qui se pose, que ce soit à travers les médias, mais aussi finalement ce que le peuple lui-même met comme regard par rapport à la police, par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à finalement ce qu'ils en font eux-mêmes finalement dans leur espace psychique. Alors, je peux. Donc, il y a certaines choses à dire. Il faut savoir que la police, en fait, est à l'image de la population. OK? Et il faut savoir qu'on vient de milieux divers. Donc, il y en a, je ne sais pas si vous connaissez un peu certaines régions françaises, il y en a qui viennent du fin fond de la Creuse, du sud, du nord, de l'ouest, et tout ça. Donc, la police française a beaucoup œuvré sur la diversité. La police française n'est plus ce qu'elle n'était il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années. Ça a énormément changé et ça a évolué. Ça a évolué. Maintenant, en ce qui concerne certains profils, je pense aussi qu'il peut, oui, effectivement, il y a des failles au niveau évidemment du recrutement et aussi au niveau de la formation. Le recrutement, c'est que après, ça, c'est un volet que j'aime pas trop aborder, c'est parce que c'est les politiques. Il faut savoir que chaque politique, justement, fait dans du recrutement des fois massif, et je dis souvent que le quantitatif ne fera jamais le qualitatif. Ça c'est partout. C'est que si vous voulez avoir comment dire, de la qualité, de la quantité, il faut aussi avoir de la qualité, et il faut prendre le temps pour former ces personnes-là. Et généralement, c'est comment dire, une sélection. Et la sélection, vous savez, il y a des critères à respecter, des critères à prendre en compte. Mais des fois, quand vous êtes dans certaines politiques, justement, de sécuritaires pour essayer de recruter massivement, parce qu'il y a de la demande. Il faut savoir que dans le quotidien du policier, c'est que si on doit faire le ratio, le calcul des interventions de police par an en France, en moyenne, c'est 3 millions d'interventions par an dans la police, 8500 interventions par jour, une intervention toutes les 10 secondes.
une intervention tous les 10 secondes. Donc, ça veut dire qu'on est surutilisé. Et au niveau de la formation, moi, je dis toujours que la formation de police, elle est globalement bonne. Mais il faut qu'il y ait une mise à jour au niveau sur les questions sociétales. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va aussi aborder, comme a dit Fanny, les questions de racisme et tout ça. Et encore une fois, moi, je le dis, et je sais que je me fais décrier, je me fais décommer quand je dis ça. Je dis que moi, je le maintiens, la police française n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste du tout. Par contre, il y a des comportements racistes qui sont minoritaires dans notre administration. C'est une réalité. Le nier, ce serait se mentir à soi-même. Il ne faut pas nier ces choses-là. Il faut pointer le doigt là-dessus, mais pour autant, il ne faut pas que ça se jette l'eau propre sur l'ensemble de la corporation. Si on regarde bien les affaires qu'il y a eu de temps en temps, on a parlé des histoires de groupes Facebook, des groupes WhatsApp, etc. Ce sont bon, si on doit parler des groupes Facebook, moi je pense que voilà, il faut faire très attention parce que si on doit aller dans tous les groupes privés hors police, je pense magistrats, avocats, médecins, etc., je pense qu'on aurait des surprises. Okay. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du moment que quelqu'un porte un uniforme, il doit se comporter sans distinction de religion ou de sexe envers la personne qu'il sert. Ça, c'est ça, normalement, le métier de flic que tout le monde doit mettre dans sa tête. Évidemment, si tu portes un uniforme et que tu te comportes en tant que raciste, ou tu as un comportement qui est en dehors de la déontologie, parce que nous avons un code de déontologie qui nous permet d'avoir les mêmes manières de fonctionner. Et si on ne fonctionne pas comme ça, effectivement, il y a une problématique. Et c'est de là qu'il faut vraiment conscientiser. Il faut conscientiser les jeunes qui arrivent, qui arrivent dans les bancs d'école de police pour leur faire comprendre que voilà, il y a une difficulté. Quand vous allez sur le terrain, vous serez confronté à certaines situations. La violence, des fois les injures, parce que oui, effectivement, il faut savoir qu'en dessous de l'uniforme, c'est un humain. Et des fois, l'humain, c'est pour ça qu'il faut qu'il ait la capacité d'absorption. En tant qu'humain, quand vous vous faites insulter ou bien vous faites cracher dessus pendant 8 heures de temps, il y en a qui arrivent à absorber cela. Moi, ça va faire 21 ans, j'ai absorbé beaucoup de choses. Il y a des fois aussi, il est arrivé aussi que je dépasse les bornes. Parce qu'il faut qu'on ait cette capacité. Et c'est vrai que là où je rejoins Tevaki, pardon, je pense qu'on a un problème, nous, dans la police, au niveau psychologie, c'est que le suivi psy, il n'est pas assez fort, on va dire. Parce que c'est très large, hein, parce qu'en plus de ça, c'est qu'en plus de ça que nous sommes au quotidien surutilisés et que nous, le but, c'est de rentrer chez soi déjà en bon état, hein, en bon état, et que si on rentre chez soi, ben, effectivement, qu'on puisse avoir cette capacité de pouvoir écarter ce qu'on a vécu, absorber durant cette journée. Mais si vous avez personne et que vous vous retrouvez seul et que des fois, ça ne s'est pas bien passé, des fois, dans votre métier, au bureau, il peut arriver que vous ayez des idées noires. Il peut arriver que vous ayez des idées noires. Donc, il faut qu'il y ait un gros suivi, mais très efficace pour pouvoir essayer de pallier à cela. Mais, juste pour revenir par rapport à la question de tout ce qui est racisme et tout, donc effectivement, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces choses-là parce que le racisme n'a pas sa place dans la police. On va parler d'affaires, d'anecdotes et tout ça, etc. C'est des réalités, mais pour autant, ça ne représente en aucun cas, l'ensemble de la corporation. Mais tu vois, le problème, que tu parlais de la magistrature ou des avocats, mais moi je pense que même dans la magistrature, et puis j'ai eu l'occasion de le vérifier, je pense que même dans la magistrature, il y a des problèmes de biais, il y a des personnes qui ne se pensent pas racistes, mais qui ont des biais cognitifs quand ils font face à certaines ethnies ou certaines communautés. Donc en fait, dans tous les postes à pouvoir, on va retrouver l'humain et sa névrose, l'humain et sa pathologie. Et donc effectivement, on rejoint la question de soit de mieux reconnaître les profils, soit de peut-être mettre au sein de toutes ces corporations un accompagnement psy qui permet qu'il n'y ait pas ces débordements. Parce que quand on entend pour toute la France et toutes les minorités et tout, même on va parler par exemple de la communauté musulmane qui a peut-être parfois l'impression d'être très pointée du doigt, ça peut être dur de toujours se sentir finalement contrôlé. On parlait du délit de faciès. Moi, apparemment, le délit de faciès, je parlais avec une avocate qui nous expliquait dans notre dernière émission que de toute façon, c'était interdit par la loi. Donc, si on peut prouver qu'un policier serait en train de vouloir vérifier les papiers d'une personne par rapport à son ethnie, de toute façon, ce serait condamnable. Donc, en fait, la loi est bien faite, la structure est bien faite, la problématique, elle vient de l'intérieur.
et il faudrait voir comment on pourrait défaire ça. Et la question que je me pose, et je vous la pose à tous les deux, et puis tu pourras dire ce que tu en penses aussi, Abdoulaye, est-ce que c'est pas aussi une question de communication gouvernementale? Parce que finalement, par exemple, les grandes manifestations qu'on voit aujourd'hui en France, on n'a pas l'impression que la police va accompagner le mouvement et protéger aussi bien les manifestants que les autres. On a l'impression que c'est l'État, la police contre les manifestants. Et pour nous qui habitons à Londres, c'est assez intéressant à observer la différence parce que à Londres, la police qui n'est pas armée, c'est une volonté qu'elle ne soit pas armée puisqu'ils ont voulu la différencier de l'armée, eh bien, elle est vraiment vue comme protectrice. C'est-à-dire qu'à Londres, si on a un problème, l'entité policière, elle est vue comme accompagnante et dans la prévention. J'ai l'impression qu'en France, l'entité policière, maintenant, elle-même, on a un biais quand on l'observe parce qu'on peut se sentir même angoissé de ce qui pourrait se passer, comment ça pourrait déraper. Tu sais, moi, Abdoulaye, j'ai même des personnes dans mon monde professionnel qui ont une couleur de peau et qui seraient angoissées si leur copain, leur mari ou leur époux aurait affaire à la police. Donc, que ce soit vrai ou faux, il y a vraiment une angoisse maintenant viscérale et je me demande si c'est pas aussi une question de communication gouvernementale. Je pense que... Ah, pardon. Peut-être que vous voulez parler, peut-être... Non, vas-y. Je pense qu'il faudrait... il faut pas que des gens se sentent angoissés par la police. Il faut pas. Il faut pas être dans cette espèce de prisme. Il y en a certains qui aimeraient que ça se passe comme ça, pour des idéaux. Certains voudraient justement nous opposer à la population. Nous ne sommes pas les ennemis de la population, bien au contraire. Et justement, si on doit faire la différence entre la police anglaise et française, je pense que les mentalités ne sont pas pareilles parce que quand on regarde, effectivement, c'est que quand tu vois qu'il y a eu des black blocs et tout ça, des personnes qui sont armées, qui viennent justement pourrir la manifestation qui de base est pacifiste est pacifique, et que d'autre côté, certains viennent pour justement pourrir cela. Donc il faut savoir y répondre. Je ne sais pas quelle est la réponse, parce que la prévention, à un moment donné, ne marche pas avec certains groupuscules qui n'ont aucun intérêt à vouloir qu'une manifestation se passe de manière pacifique. On peut revendiquer, et les manifestations, c'est un droit fondamental, et il faut aussi que ça soit dans la plus grande des sécurités. Au niveau communication, effectivement, il faut que le gouvernement, ou même chez nous, la police, on doit faire plus. Et on progresse dans ce sens-là. On progresse en matière de prévention, de manière de prévention par rapport à certaines choses. Et je pense qu'il faut qu'on essaie d'expliquer nos actions. Mais il faut aussi qu'on accepte la critique. Parce que c'est par la critique qu'on avancera. C'est par la critique qu'on s'améliorera, qu'on va s'améliorer. Et si on n'entend pas, parce qu'il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, on était dans un espèce d'entrisme. Dans cet entrisme, on se dit, ben, vous savez, ce terme circulaire, rien à voir. C'est plus entendable par la population. Ce n'est plus entendable. Il faut savoir justement pouvoir expliquer, faire de la pédagogie, faire de la prévention, expliquer quelles sont nos actions. Après, il faut voir aussi de l'autre côté quelle est la capacité à ces personnes de pouvoir comprendre cela. Mais on ne peut pas non plus, à un moment donné, faire de la pédagogie comment dire, à longueur de temps, si de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est lobotomisé, qui ne voudra en aucun cas, déjà qui vous aime pas qui n'aime pas ce que vous représentez. Et ça, c'est toujours cette problématique qui est là. On fait des efforts, énormément d'efforts. Et en ce qui concerne les gens qui parlent par rapport à la vision de la couleur de peau, etc., je peux vous assurer que les policiers ne se lèvent pas le matin pour se dire, ben, tiens, on va contrôler du Nord et de l'Arabe. Ça, il faut que les gens sortent de cette espèce d'idée. Si on doit penser à cela, c'est qu'on dit, oui, mais comment ça se fait que certaines couleurs de peau est plus contrôlée qu'une autre couleur de peau? Ça, je pense que sociologiquement parlant, il faut aussi voir plus profond. Quand on va dans certains quartiers, il faut voir qu'il y a une concentration d'une population qui vient d'ailleurs, immigrée, par rapport à certains quartiers, arrondissements français ou de Paris, pardon, où effectivement, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas ce melting pot au niveau de la diversité. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la question que les gens se posent est que est-ce qu'il ne faudra peut-être pas faire débat là-dessus, c'est par exemple les statistiques ethniques. Les statistiques ethniques, je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais en France, c'est un débat. Les statistiques ethniques sont possibles par des sociologues, ils peuvent le faire dans le cadre de leurs travaux. Mais est-ce qu'on ne devrait pas l'élargir pour voir un petit peu, parce que les gens disent oui, mais bon, oui, les Noirs et les Arabes sont plus contrôlés, je prends un exemple, hein, sont plus contrôlés que certaines parties de la population. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Si on parle de statistiques ethniques,
après, c'est du politique, c'est une question politique. Ça peut considérer qu'on stigmatise une certaine population et que peut-être aussi, ben voilà, ben on sait très bien que c'est eux, mais pourquoi? Parce que ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller ailleurs, etc. Vous voyez? Donc c'est très large. Maintenant, euh, les, au niveau de la vision globale que les gens peuvent avoir de la police, c'est que je pense qu'effectivement, oui, il faut qu'on communique un peu plus sur nos actions. Il faut qu'on communique et qu'il y ait aussi une espèce de transparence. Pas une transparence non plus que ça tombe dans le voyeurisme, hein, mais il faut qu'il y ait une forme de transparence pour qu'il y ait une confiance qui soit, on va dire, qu'elle soit moins égratignée. Il faut savoir que si on prend les dernières statistiques, la population française fait globalement confiance à sa police, à hauteur de 70%. Mais quand ça va bien, on n'en parle pas. Il faut toujours parler de ce qui ne va pas. Et c'est ça le plus important. C'est qu'il faut regarder cette partie, pourquoi ça ne va pas, pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Thévaki? Alors, moi, je pense qu'il y a, enfin, il y a une. En fait, du côté de la police, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils travaillent pour le gouvernement et ils travaillent pour le peuple. Donc, il y a déjà quelque chose qui complique la question de comment situer la police du côté du peuple. C'est-à-dire, est-ce que on se sent protégé ou est-ce qu'on peut finalement se sentir agressé par un policier? Il y a quelque chose là qui, en fait, finalement, soulève une cassure qu'il y a déjà entre le gouvernement et le peuple. La deuxième chose, je pense que du côté de la vision de toutes les personnes qui composent ce peuple, il y a à la fois la question du conditionnement, mais aussi de l'association. Il y a l'association par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont pu expérimenter par eux-mêmes, mais il y a aussi le conditionnement dont Abdoulaye parlait, c'est-à-dire la question des médias. Comment finalement ils vont aussi finalement jouer, participer au conditionnement par rapport à cette vision. Je pense que là, il faut pouvoir en fait dégager ces composantes puisque finalement, ça crée un rapport, ça crée un lien qui est complètement finalement, et selon en tout cas Abdoulaye, complètement en dehors d'une réalité qui n'est pas en soi, qui n'est pas en soi généralisable apparemment. Je pense Oui, que... alors moi, Bon. non, vas-y, Abdoulaye. Non, mais après, elle l'a dit, je pense qu'il ne faut pas justement généraliser. Et le problème, c'est que justement, beaucoup de personnes justement vont dans ce sens où aller dans la généralisation et des amalgames. Et c'est ça qui est dangereux en fait dans notre société, c'est que justement, c'est que tout de suite, on va aller dans l'amalgame et faire croire que justement que c'est quelque chose d'institutionnel et de structurel et tout. Donc voilà, une structure, c'est que c'est comme si on nous enseignait ces choses-là. C'est comme si on nous enseignait à devenir violent, c'est comme si on nous enseignait à devenir raciste, c'est comme si on nous enseignait à faire des contrôles aux faciès, etc. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. Et je pense que, voilà, je pense que voilà, il faut peut-être sortir de ces idées reçues pour essayer de faire comprendre les choses. Mais moi, je pense, Abdoulaye, que s'il y avait plus de personnes comme toi qui prenaient parole, il y aurait déjà une meilleure vision de la police. C'est pour Ah ça ben qu'on a écoute, voulu t'inviter, ben, toi particulièrement, parce que même, c'est vrai que tu te fais beaucoup, enfin, sur Internet, on t'agresse beaucoup, mais toi, tu ne tombes pas là-dedans, justement. non, jamais. On voit que toi, tu as une bonne gestion et de tes émotions et de ta colère. Mais cela dit, tu vois, moi qui, dans mon métier, les deux, donc je vois vraiment, j'ai pu voir vraiment une vraie souffrance chez certains policiers, donc il se passe vraiment quelque chose, un mal-être, et même c'est pas facile de travailler pour un peuple qui nous renvoie à cette image-là, donc il y a un vrai mal-être, parfois des grosses dépressions, mais je pense quand même que le fait qu'il puisse, je reviens sur la question du racisme, je pense quand même, et c'est pareil pour la magistrature, que le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui portent un costume, qui portent un uniforme, et qui sont capables de dire sale arabe, ce sera toujours le sale arabe de trop, et malheureusement, dans notre société française, il existe. La différence avec la société anglaise, alors la société anglaise a ses défauts, mais dans la Hmm. société anglaise, une personne profère un terme raciste, elle sera pointée du doigt, elle devra s'excuser médiatiquement parlant, donc elle ne va pas être protégée. Dans Hmm. notre société à nous, je pense qu'on laisse trop passer ça et que du coup, à vouloir justement, il y a une forme de déni pour moi. Il faudrait que les institutions se regardent en face et effectivement, l'institution n'est pas raciste, le droit n'est pas raciste, la justice est bien faite, mais il y a quand même des individus dans ces institutions
qui rendent toxique en fait toute cette corporate qui était là pour accompagner et pour faire une société plus juste. Donc moi, je peux quand même comprendre notre société et le gap qu'il y a aujourd'hui entre la communication policière qui dit nous ne sommes pas racistes et le peuple qui entend de vraies remarques racistes. Parce que même Abdoulaye, si c'est un policier sur 10, le fait que c'est un poste à pouvoir et que c'est un poste où nous, citoyens, on se réfère à vous, entre guillemets, dans le cadre de la protection, ben, ça résonne fort et ça résonne aussi fort dans les inconscients collectifs, ça résonne aussi fort chez les enfants qui se construisent dans notre société. Je suppose même qu'il y a des enfants qui auraient pu avoir une grande vocation à être policiers et qui peuvent avoir l'impression aujourd'hui qu'on ne voudra pas d'eux selon d'où ils viennent. Donc je comprends ton point de vue, mais je comprends aussi que dans la manière dont dans la société peut voir la police, eh bien, du coup, ça crée cette impression que globalement, il y a une problématique de racisme qui donne une problématique de violence. Ben alors, donc justement, c'est que le fait de croire que globalement, déjà, tu vois, ce mot-là, il disait, c'est que globalement, on pense qu'il y a une problématique de racisme dans la police, c'est que ça veut dire que c'est que ça montre que l'ensemble de la police, justement, a un problème de racisme. Or qu'en fait, c'est que quand on parle d'individualité, le problème, c'est quoi? C'est que notre erreur, c'est que justement d'avoir, on va dire, peut-être voulu essayer de régler certaines affaires peut-être en interne et te dire, ben Oui. voilà, on règle ça et voilà. Mais le problème, c'est que le racisme, c'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose qui touche l'humain. C'est un fléau. C'est un virus. C'est quelque chose qui, enfin, je veux dire un virus. C'est quelque chose qui, justement, a une problématique qui date pas d'aujourd'hui. Et que, effectivement, on représente l'État, mais les gens vont essayer de garder cette espèce de prisme, se dire, ben oui, mais bon, vous êtes la police. Oui, mais vous savez que dans toute profession, il y a du racisme, pas que dans la police. Et que si on nous voit, parce qu'on va dire, oui, mais bon, vous avez le monopole de la violence, etc., vous représentez l'État, d'accord, ok. Mais si on fait preuve d'objectivité, je pense qu'il est nécessaire aussi de se dire que ben, nous ne voulons pas être associés à des dérives de certains, parce que 99,9% des policiers font correctement leur travail. C'est une réalité. C'est une réalité parce que, au-delà de ça, c'est qu'il y a des attentats. Tous les jours, des attentats sont déjoués. Tous les jours, des personnes, il y a des affaires qu'il y a par rapport à la police, etc. À l'heure à laquelle je te parle, tu as une intervention de collègues qui sont partis essayer de secourir une mamie. Tu as une intervention de collègues qui, justement, essaient de secourir une femme qui s'est fait violer. Tu vois. Donc, toutes ces choses-là montrent que, justement, que la police fera son travail malgré tout. Mais quand tu as des moisissures comment dire, dans ton institution, ben, il faut savoir répondre de manière efficace pour qu'on n'essaie pas d'avoir cette impression que les gens ont de nous. Cette impression faussée. Moi, je le dis très sincèrement, c'est une impression faussée. Pourquoi je prends la parole? Tu l'as dit. Il faut qu'il y ait des personnes comme moi, à moins le niveau, qui essaient de prendre la parole pour dire, écoutez, essayons d'être dans l'équilibre. Essayons d'entendre pourquoi il y a ces problématiques-là. Essayons d'entendre pourquoi on nous reproche ça. Parce que si tu entends les griefs des personnes envers toi, tu t'assois, tu te dis, bah, écoute, tu fais ton introspection. Et je pense que là, on est dans une période où la police fait son introspection. Mais malheureusement, elle n'a pas forcément le temps de faire son introspection. Pourquoi? Encore une fois, c'est un domaine, moi, qui me dépasse, c'est les politiques, les décideurs. Et ils changent. Il n'y a jamais le temps. Tu vois, il y a plein de choses là en ce moment dans une période, dans une pandémie, où ça a chamboulé tout le monde. Il y avait des choses qu'on pouvait faire par rapport à peut-être améliorer l'institution. L'institution, je l'ai toujours dit, elle est faillible, mais elle fait son travail. Et encore une fois, il est nécessaire d'entendre des critiques pour pouvoir mieux s'améliorer et entendre. Et alors, sur la question qui est vraiment du racisme, qui, pour moi, est une problématique parmi tant d'autres, hein. C'est pas que le racisme et tout, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont problématiques dans notre institution, mais celle-ci, qui me touche beaucoup, pour moi, il est nécessaire effectivement que les personnes qui ont certaines une idéologie qui est contraire à notre uniforme, il est nécessaire qu'on puisse les détecter très rapidement, et qu'on puisse, on va dire, les écarter. Après, on va dire, mais bon, la police, l'IGPN, si on doit parler, l'IGPN, donc l'Inspection générale de la police nationale, qui est notre instance disciplinaire, qui, elle, justement, s'occupe de tout ce qui est disciplinaire par rapport à ce qu'on ne fait pas de bien dans notre institution.
elle fait son travail. Quoi qu'on en dise, elle fait son travail. Mais je pense qu'il faudrait qu'elle fasse un peu plus en matière de transparence. On ne dit pas non plus de jeter au bûcher, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un état de droit, ou jeter au bûcher les personnes qui sont, comment dire, auteurs d'infractions, parce que ce sont des infractions qui sont assez gravissimes, mais il y a une justice qui fait son travail. Mais aujourd'hui, les gens veulent, j'ai envie de te dire un peu à l'époque de la Révolution française, ils veulent des gens au bûcher ou bien à la guillotine. Mais tu sais, nous sommes dans un état de droit et la présomption d'innocence existe. Mais pour autant, cela doit faire comprendre que nous sommes tous faillibles et qu'il faut pouvoir se corriger sur certaines situations. Et le racisme, effectivement, n'a pas sa place dans notre institution. Et si on veut combattre cela, ce sera sur les bancs de l'école de la formation. C'est-à-dire que tout de suite, il faut que quand des jeunes qui sont incorporés dans les centres de formation, évidemment, ils font le cursus police, mais que au lieu de faire venir des sociologues, moi, je respecte le travail des sociologues, hein. Pourquoi ne pas faire venir des associations de quartier qui viennent dans les centres de formation et dire, voilà ce que nous vivons, voilà la relation que nous avons avec la police, par rapport à certains contrôles abusifs, par rapport au tutoiement, ou par rapport à certaines peut-être formes de racisme, qu'ils essaient de sensibiliser des futurs collègues qui vont arriver. Et nous aussi, qu'on puisse s'ouvrir et dire, bah, écoutez, voilà nous comment on bosse, voilà comment nous on veut travailler, voilà comment ça se passe. Il faut savoir que rien ne sera parfait, hein. Tu auras toujours des personnes qui n'aimeront pas la police et qui c'est ancré en eux. C'est dans leur sang, c'est dans leur ADN. Et justement, il faudrait aussi que nous, quand on essaiera d'expliquer nos actions, peut-être qu'on avancera. Après, si on doit aller plus large, le caméra piéton. Ah, ça, le caméra piéton, ça, je pense, c'est une solution technique, mais qui doit être démocratisée le plus rapidement possible pour qu'on puisse mettre en lumière toutes les situations compliquées. Qu'est-ce que tu en penses, Thévaki? Je rejoins Abdoulaye là, sur plusieurs sujets, sur cette question d'un besoin de mise en communication par rapport à toutes les parties finalement qui sont concernées, à cette question de formation, à cette question donc de suivi psychologique aussi, puisque c'est quelque chose qui travaille avec l'humain, qui travaille avec le psychisme aussi. Je pense que ça se rejoint aussi, enfin je rejoins aussi par rapport au fait que ce soit finalement moins parlé, moins médiatisé finalement, tous ces policiers qui font finalement leur travail, qui font ce qu'ils ont à faire. Et je pense que ça, il faudrait pouvoir saluer tous ces policiers et puis dans tout corps de métier, mais toutes ces personnes qui finalement font mieux et arrivent à éthiquement faire leur boulot. Après, ce que je pense, c'est aussi qu'il y a, quand tu disais qu'il faut pouvoir en fait d'une certaine manière, comme déconstruire en fait cette pensée que la police puisse être raciste, je pense qu'en fait, c'est plus une question de comment les associations au niveau de la psyché, comment elles se sont construites et comment elles s'ancrent aussi, et comment elles vont se valider aussi au fur et à mesure. Alors oui, il y a encore une fois, les médias jouent, jouent une part dans cette question-là, mais il y a aussi l'expérience sur le terrain, l'expérience de certaines personnes qui vont être amenées finalement à auto-valider à chaque fois ces mêmes hypothèses à travers ce qui va être vécu. Et je suis d'accord avec la question que, en soi, dans tout corps de métier, on retrouve du racisme, puisque dans tout corps de métier, on retrouve tout simplement des humains. Mais ce qui peut être important à dire, c'est que effectivement, quand on porte un uniforme, quand on représente la République, il y a finalement un système qui devrait être rodé, qui devrait être mis en place et qui devrait finalement être beaucoup plus pensé que juste finalement poser et puis laisser un peu fonctionner sans trop cette question ni de contrôle, ni de suivi, en tout cas d'une possibilité à voir si finalement ça fonctionne bien en fait, puisque quand tu dis donc violence, donc je vais dire violence policière, donc violence illégitime, finalement cette question-là, elle existe dans la psyché. Alors, elle n'existe peut-être pas toujours, mais elle existe en tout cas dans la psyché, et c'est quelque chose qui dès qu'il y aura des événements,
ça va juste finalement à chaque fois, toujours, se valider. C'est comme finalement, c'est un trauma. C'est un trauma qui se réactive à chaque fois. Et ensuite, il suffit effectivement de voir de la police pour à un moment donné que ce sentiment se réactive aussi. Et c'est quelque chose que l'humain ne peut pas contrôler non plus. Donc, il faudrait pouvoir aussi prendre cette partie-là, en fait, cette part-là. Alors, Tevaki, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu parles effectivement de trauma et je pense qu'il y a un trauma des deux côtés. Il y a un trauma du côté de la société qui ne se sent... Tu parlais des 66%. Bon, moi, sur le terrain, je pense pas que je dirais pas ces statistiques-là, mais bon, même si on posait 66%, en tout cas, je pense effectivement qu'il y a toute une partie de la population qui a un trauma. Mais je pense que chez les policiers aussi, il y a le même trauma. Parce que j'ai vu des actions que, bon, moi, en tant que psychologue, je me dis c'est un peu maladroit, mais je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Je crois qu'ils avaient distribué des affiches à Paris à des personnes en leur disant on ne vous contrôle pas aujourd'hui, mais les personnes se sont senties quand même ciblées parce que les affiches ont été données à des personnes qui, eux, en tout cas, se sentent issues des minorités. Donc là, il y a eu une envie de faire quelque chose dans la société qui a mal été entendue. Et en fait, c'est pour ça que la question de la transparence me semble ici fondamentale. Est-ce que s'il n'y avait pas plus de transparence partout, et là ça rejoint des questions aussi dans la magistrature, parce que je suis très investie aussi dans toutes ces questions de justice et la même justice pour tout le monde, je crois qu'aujourd'hui on n'est pas du tout à ce niveau-là. Est-ce que du coup c'est pas ça la réponse à notre problématique commune? Est-ce que justement si, tu parlais de caméras, si les policiers n'avaient pas si on n'armait pas les policiers de leurs caméras, mais si la population pouvait continuer, parce que moi je suis pour pouvoir continuer à filmer ce qui peut se passer dans la rue, je pense que pour certains c'est leur seul outil de défense. Alors bien sûr il faut bien utiliser ça, mais je pense que le fait de tout filmer serait quand même une réponse où chacun serait sûr de ne pas être dans une perception, mais dans la vérité. D'ailleurs, si on reprend l'Angleterre, en Angleterre, ils ont mis des caméras partout. Alors certains Mais ça, j'ai vont vu, se il y a sentir plus de dans un... caméras. Voilà, on peut se sentir dans Big Brother, mais moi, personnellement, cette société-là où tout est filmé, en tout cas en Angleterre, elle peut être vécue comme rassurante. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout puisse être filmé, que les citoyens puissent filmer et que les policiers puissent aussi filmer et que finalement, quand il y a des problématiques, on ait accès à ce qui s'est passé et que justement, ça permette de dire, il y a eu un problème avec ce profil-là, cette personne-là, et pas la police qui cache quelque chose ou le corps institutionnel qui cache quelque chose ou les institutions en qui on ne peut pas avoir confiance. Alors, il faut savoir que c'est le boulot de la justice, hein. Il faut savoir que justement, que concernant les caméras d'observation, il y en a que ça existe, hein, mais qu'il faut savoir que la police n'a pas accès directement aux images, par exemple, de caméras piétons, elle n'a pas accès directement aux images en elles-mêmes d'une intervention, quelque chose comme ça, hein. Il faut savoir que tout de suite, dès qu'il y a une intervention, qui s'est passée ou mal passée, tout de suite, si tu veux, c'est scellé et c'est placé directement, comment dire, dans les mains de la justice. Donc ça, voilà, c'est le parquet qui a les images et ensuite après, c'est à eux d'investiguer tout ça pour justement mettre en lumière ce qui s'est vraiment passé. Après, quand tu dis que oui, cette société a la Big Brother et tout, le problème c'est qu'en Angleterre, je pense que ça pose moins de problèmes parce que c'est encore une fois, c'est une question de mentalité. Et en France, bah, les gens sont un peu réticents parce que justement, si on nous voit tous, c'est une question d'espionnage. On va dire oui, ben voilà, parce qu'il faut. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le numérique, les images maintenant sont dans notre société. Et certains ne veulent pas qu'on rentre dans cette société de voyeurisme. Mais si on n'a pas d'image, forcément, on n'aura pas forcément les preuves. C'est un élément de preuve, une image. Quoi qu'on en dise, c'est un élément de preuve. Dans les Ça deux sens. permet de. Excuse-moi, je te coupe Ouais. dans les deux sens parce que donc moi je suis pour que même que les citoyens puissent continuer à filmer ce qui peut leur arriver. Alors, alors, je vois où tu vas en venir, c'est par rapport à l'article 24 que moi j'ai défendu. Je vais te dire pourquoi. Il faut savoir que l'article 24, la loi globale de sécurité globale, les gens sont mis sur l'article 24, il faut savoir que celle-là n'a jamais interdit aux citoyens de filmer. Que ce soit bien clair. Elle n'a jamais interdit. Un journaliste, alors là, les journalistes pensaient que c'était interdit qu'ils fassent leur travail, mais absolument pas. Là où il y avait le problème, c'était que les journalistes, les citoyens ont le droit de filmer, les policiers dans le cadre de l'intervention. Ça n'a jamais été interdit. Ce qui est justement interdit et qui on est censé nous protéger, c'est que les personnes qui viennent pendant une action de police, vous filmez allez, à 2 centimètres et vous identifiez et mettre votre visage sur les réseaux sociaux et vous identifier, au fin de vous identifier. Et c'est un caractère malveillant, psychique et physique. Il faut savoir que des collègues ont déjà, même moi, si tu me suis sur les réseaux,
Je m'affiche, je suis un des rares policiers en m'affichant avec mon nom et prénom. Et je fais l'objet de menaces, je fais l'objet d'insultes, je fais l'objet même, on essaie de m'identifier, tout ça, etc. Parce que j'ai des positions. Et d'autres collègues qui sont dehors, ils sont des fois aussi emmerdés avec ça. Et on demandait juste à être protégé justement contre la malveillance de certains sur les réseaux sociaux. Et ça continue. Il y a un collègue, il n'y a pas longtemps, qui on a mis son nom et prénom sur un mur à côté d'un tribunal et son adresse. Et son adresse. Tout ça parce qu'il faisait son boulot. Donc c'est contre ces choses-là et aussi certaines personnalités, journalistes, qui justement jouent ce truc-là pour essayer de jeter en pâture des collègues. Mais est-ce que pour autant, je reviens à ce que tu disais, est-ce que la justice doit se donner sur les réseaux sociaux? Je ne crois pas. Sinon, dans ce cas-là, il n'y a plus de matière à avoir justice. Donc chacun peut donner sa justice comme il entend. C'est ça en fait. Nous, on est basé sur un système institutionnel. Il y a des institutions, il y a une constitution. Donc il y a le peuple qui a justement mis en place ces lois par des représentants. Et si on estime que nous-mêmes, on décide de comment cela doit se passer pour notre justice et nous-mêmes qui allons rendre justice soi-même, je ne pense pas que ce serait une société démocratique qui pourrait aller dans ce sens, quoi. Là, on ne serait pas comment dire, dans une société civilisée qui, justement, mettrait en place des institutions de justice pour essayer de juger les personnes qui ont commis des infractions ou des crimes. Mais par exemple, pour l'affaire Michael, je crois, le DJ là, qui a été victime de violences illégitimes, pour reprendre ton terme, alors dans ce cas de figure, oui, effectivement, cette loi, alors moi j'étais tout à fait contre, mais cette loi n'interdisait pas de filmer, mais elle interdisait d'utiliser les images et de les mettre sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi qu'elle a mal été expliquée par certains politiques. Et c'est ça aussi, ça a créé un gros flou. Mais il y a quand même beaucoup de cas de figure où si ça n'avait pas été médiatisé, puis je parle même de partout dans le monde en fait, il y a beaucoup de cas de figure où si ça n'avait pas été filmé, il se serait passé strictement rien. Et alors là, on est vraiment dans l'abus de pouvoir, on est dans les violences illégitimes, on est dans le trauma social, on est dans le pire. Ce sont des suppositions et on ne sait pas. Et tout le monde me dit oui, mais si ça n'aurait pas été filmé, il aurait été en prison, etc. Donc il y a encore une instruction qui est en cours. Mais encore une fois, c'est on est dans des suppositions parce qu'on se dit oui, mais bon, on sait très bien que, tu vois, encore une fois, c'est une espèce d'idée reçue. Se dire que, ben, oui, mais bon, s'il n'y avait pas la vidéo, ben, on sait très bien comment ça sera passé. Mais moi, je suis quelqu'un de factuel, moi. Moi, je suis dans le factuel. Je ne peux pas me dire que oui, essayer de me projeter sur quelque chose qui n'a pas été fait. On va dire, ouais, mais bon, c'est de la malhonnêteté. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Parce que sinon, dans ce cas-là, t'imagines avec des si, on pourrait dire, ben, tiens, ben, de toute façon, si il ne sera pas été filmé, on sait très bien qu'il sera en train de moisir en prison pour Noël, etc. Ben, je me dis, ben, moi, je n'ai pas de factuel, je ne peux pas affirmer cela. Parce que moi, ça veut dire que tout de suite, je vois tout de suite l'individu comme un délinquant. Alors, je comprends ce que tu veux dire, et puis après, Thévaki, je laisserai la parole, mais juste sur ce point-là, moi aussi qui aime les faits, je dirais quand même que factuellement parlant, j'ai quand même l'impression que dans un cas de figure comme ça, déjà la justice met beaucoup de temps. Il aurait fallu beaucoup de temps à ce Michel pour voir, pas Michael, Michel, qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé. Et donc, dans les faits, quand même, l'imagerie, les images et donc les réseaux sociaux ont servi à, en tout cas, rendre ça plus rapide. Et si on pose l'hypothèse, donc ton hypothèse à toi, c'est qu'il y aurait quand même eu quelque chose à la fin, peut-être que les policiers auraient quand même seraient sanctionnés. Ton hypothèse, moi je l'aime beaucoup, mais elle me semble là aussi ne pas prendre en compte ce qu'est l'être humain, dans sa pathologie, dans ses névroses, donc dans la manière dont il voit l'autre. Et quand même, dans notre société française, celui qui vient d'un quartier, celui qui a l'air moins lisse qu'un autre, il y aura quand même toujours l'idée que oui, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il peut prouver qu'il n'avait rien fait avant? Donc il y a quand même chez l'être humain des biais, et ces biais-là, moi, font que je n'ai pas confiance en un système qui n'est pas très carré. Et je trouve que notre système ouvre beaucoup de portes à l'hypothèse qu'il ne se passe rien selon qui l'on est. Et je pense quand même, et je constate aussi, Abdoulaye, que selon qui l'on est, on n'a pas la même justice. Alors mon hypothèse, parce que c'est là je peux moins la vérifier, est-ce que selon qui l'on est, on n'a pas la même police? Je pense que ça, c'est moins sûr, parce que je pense que la police est beaucoup plus diversifiée et que donc, en fait, on a quand même beaucoup de gens au cœur de la police qui veulent changer les choses. Mais il y a pour moi quand même l'idée que sans ces images-là, sans les réseaux sociaux, même si c'est triste, on ne pourrait pas parfois avoir la justice quand on est un citoyen lambda et quand on est un citoyen qui vient de certains endroits de France. Alors, je pense qu'il est nécessaire, je pense
il y a une partie de vrai de ce que tu dis, c'est qu'il est nécessaire qu'on ait que la justice soit la même pour tout le monde, hein, pour tous, parce que justice pour tous, et non pas qu'il y ait des degrés en fonction de l'origine ou du lieu d'habitation de la personne. Enfin voilà, si on doit aller rentrer dans cette caricature et tout, mais moi je veux justement, en fonction de là où on est, c'est qu'il faut qu'on ait les mêmes droits. Voilà, il faut qu'on ait les mêmes droits et les mêmes acquis, etc. Tu vois, moi, je suis dans la police, ça va faire 21 ans que je suis dedans. Et c'est à faire très récemment seulement, tu vois, que j'ai pris l'initiative de me dire, bah, tiens, bah, j'ai envie de faire bouger les lignes, en fait. J'ai envie de me dire que bah, la police n'est pas celle qu'on veut voir, tu sais, cette police raciste, violente, qui n'est pas capable de pouvoir essayer d'échanger avec des personnes où on la critique, tu vois. Et je le paie des fois cher, hein. Je le paie énormément parce que, tu sais, voilà, j'aime pas parler de la couleur. Je déteste ça. Si tu me suis, je déteste ça. Moi, je veux pas on me voit en tant que policier noir ou en voir un policier arabe ou quelque chose comme ça. J'ai envie qu'on me voit en tant que policier, tout simplement. Et que je veux qu'on dépasse ces clichés-là. Je veux qu'on dépasse justement ces choses-là qui, justement, font mal à notre société. Parce qu'aujourd'hui, comme partout, c'est que si on me dit oui, mais parce que tu es noir, vous me faites ci, parce que je suis arabe, vous faites ci. Non, on te contrôle parce que tu as soit commis une infraction, mais juste ta personne. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est l'humain, des fois, a ce problème cognitif et peut-être dans cette espèce d'effet tunnel. Et il faudrait qu'il sorte cette image il faut qu'il sorte de cette image de sa tête, de se dire que ben, en fonction de cette origine, de sa couleur de peau, etc. Et la police fait des efforts là-dessus, mais elle a besoin aussi de tout le monde, hein. Tu sais, on est des novices, hein, par rapport à la communication, par rapport à certaines choses. On est des novices et je pense qu'on tire vers cela parce qu'il y a des prises de conscience. Malheureusement, il faut qu'il y ait des drames pour qu'il y ait des prises de conscience et c'est dommage. Mais on ne peut pas nier aujourd'hui que la police essaye de faire des efforts par rapport à des problématiques qui sont réelles. Déjà, le reconnaître. Ça, déjà, c'est une réalité. Il faut déjà savoir reconnaître ces problèmes-là. Parce que tant qu'on ne reconnaîtra pas ces problèmes-là, de l'autre côté, il y aura la défiance. Il y aura la défiance et certains feront des amalgames. Certains feront de la caricature de notre institution. Et moi, si tu veux, ben, peut-être que des fois, je fais face aussi par moment à un tonneau des Danaïdes. Hein, des fois, je me dis, ben, à quoi ça sert? J'ai beau expliquer, j'ai beau dire que non, on n'est pas tous comme ça. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a certains collègues qui déconnent. Je prends l'exemple. Par exemple, tu vois, il y a eu une affaire il y a quelque temps où des collègues, justement, interpellent un individu qui avait volé une voiture, mais qui s'est retrouvé dans la Seine. Et le problème, c'est que si tu veux, ils ont sauté, les collègues, et ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur le chemin du retour, ils ont dit, ouais, mais bon, les bougnoules, ça ne sait pas nager. Ça, c'est quelque chose Mm. comment dire, de grave. Mais pour autant, ils ont fait une action qui est louable. L'action louable d'avant, et entaché par les paroles, les propos, peut-être anodins sur le moment pour eux, mais entachent ce qu'ils ont fait d'avant. Parce qu'il faut savoir que c'était un voyou et ils l'ont quand même sauvé. Okay, moi, j'ai pris Mais tout c'est de suite leur, la parole. mais quand même, c'est leur rôle de sauver, on va dire, c'est leur rôle de sauver une personne. Et qu'est-ce qui fait? C'est ça en fait l'action que je me pose. Alors je vais t'essayer juste finir, mais sur ce point-là, qu'est-ce qui fait que cette personne, ce policier, avait en lui de dire les bougnoules ne savent pas nager? Pour moi, il y a une problématique C'est son erreur. psychologique de pouvoir le C'est dire. son erreur parce que peut-être que cette personne-là, de base, comme je te l'ai dit, n'a pas été confronté parce que tu sais, des fois, tu as des personnes qui viennent du fin fond d'un village français ou quelque chose comme ça et qui, des fois, ils sont tout de suite, ils font leur formation, mais ils sont tout de suite envoyés directement dans des quartiers où ils n'ont pas l'habitude de voir une certaine population. Et tant qu'on ne sont pas sensibilisés à ces populations-là, à cette approche, parce qu'il faut savoir qu'un humain, un être humain, quand il ne connaît pas, il est face à l'inconnu, tout de suite, il va penser des choses. Il se dit, bah, tiens, c'est pas mon environnement, c'est pas les personnes que j'ai l'habitude de côtoyer. Donc, peut-être que j'aurai une image d'eux qui est faussée, une image de certaines personnes qui font que bah, je ne connais pas, je vais avoir un jugement, or qu'en fait, je ne connais pas la personne. Je ne sais pas pourquoi je dirais ça. Pourquoi je dis ça, alors que la personne, qu'est-ce qui nous différencie? C'est juste l'épiderme. Sinon, le sang est le même. On est des humains. Et c'est ça, en fait. Et cette personne-là s'est mise à la faute. C'est une réalité. C'est des propos qui sont désobligeants, inacceptables.
Mais pour autant, je pense qu'il y a un appareil de sanctions qu'on a chez nous qui, justement, lui fait comprendre cela. Parce qu'il faut savoir, tu sais, qu'on est doublement sanctionné hein, dans la police. Il y a la sanction administrative et la sanction pénale. Pour autant, est-ce que cette personne doit quitter la police? Les... Moi, je donne mon avis personnel, je ne pense que non. Mais par contre, il doit être sévèrement puni. Il doit être sévèrement puni. Mais aussi, mais aussi peut-être suivi. C'est-à-dire peut-être qu'il faudrait qu'il comprenne du dedans ce qui Mais se ça, passe pour lui. c'est une question de, tu vois, ça aussi, c'est de lui faire prendre conscience que ben, ce qu'il a dit, ce n'est pas bien. Et qu'il y a un suivi, mais tu sais que tu sais, c'est quelque chose qui demande énormément de moyens. Et là où je vais vraiment te rejoindre, c'est qu'on a, oui, c'est une réalité, un gros problème de service psy dans notre administration. C'est une réalité. Une petite anecdote, moi j'ai vécu les attentats de 2015. J'étais un des premiers intervenants au Stade de France. J'ai vu des terroristes par terre comme ça, des bouts de viande et tout, partout, comme ça, des images qui étaient très, très difficiles. Cette période-là, je n'ai pratiquement pas dormi. J'ai une famille. Et je les voyais pas pendant toute la semaine, je ne voyais personne. Hein. On était vraiment dans notre job, essayer de trouver les auteurs de ces choses-là. Mais après, qu'est-ce que nous, notre administration, nous a donné pour certains? Ils ont fait du mailing et un numéro vert. Ce sont des choses, tu vois, qui, des fois, il faut qu'il y ait un accompagnement psy hyper important parce que nous sommes un métier qui faisons face à la violence. On fait face à la violence quotidiennement. Et des fois, quand tu fais face à la violence quotidiennement, après, intérieurement, tu essaies de cultiver cette violence en toi. Et si tu n'as pas une capacité de faire la part des choses ou d'absorption, te dire que hey, je fais mon boulot, je vais essayer de faire fi de toute cette saloperie, excuse-moi du terme, que je reçois en permanence, je pense que oui, ça te grandit. Mais nous sommes des humains et nous sommes tous différents. Nous sommes pas pareils. Et les gens pensent que nous sommes des robots parce que nous avons un uniforme. Oui, nous avons un uniforme, c'est vrai, parce que nous servons l'État, nous servons les citoyens. Mais pour autant, à l'intérieur, vous savez, on a quelque chose ici qui, des fois, est plus fort et on essaie quand même de le garder. Mais c'est pas évident. Et il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Evaki? Alors, je pense que vous avez dit des choses assez intéressantes. Je pense que déjà, c'est important que tu puisses soulever, Fanny, le fait que ce soit en fait son travail quand il est en train de sauver cette personne, puisque effectivement, ça fait partie de son boulot. Il est censé assister cette personne en danger. Là où il y a un écart, c'est justement quand il y a l'humain qui rentre en jeu. Donc, ce commentaire qui est infligeant est du côté de lui en tant qu'humain et qui d'ailleurs se positionne au-dessus. Puisque qu'est-ce que ça veut dire en fait un bougnoul qui ne sait pas nager? On est déjà dans quelque chose qui, encore une fois, révèle une hiérarchie. Et le racisme se base sur cette hiérarchie. Donc on voit à quel point ça se tisse facilement, en fait. Ça se tisse ensemble, cette question de pouvoir finalement se permettre, parce qu'on peut le penser, mais pourquoi le dire? Il y a aussi, encore une fois, la question du passage à l'acte. Il y a le fait d'en faire quelque chose au moment où il aurait pu effectivement s'arrêter là, en fait. Il a sauvé quelqu'un, il aurait pu finalement s'en arrêter là, s'arrêter finalement à sa limite au niveau du travail. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un dépassement. Alors, Il y a, alors peut-être juste avant, tu parlais du factuel et effectivement, tu es donc dans les faits. Mais ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi à quel point le monde est aussi du côté de l'émotionnel. Et par exemple, ce Michel, il a été, enfin, il me semble qu'il avait d'ailleurs témoigné dans une de ses vidéos où il disait que lui, euh, il a eu très peur. Il a eu très peur. Donc, au niveau de cette émotion-là, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut finalement balayer. Il a eu très peur et pour lui, il aurait été finalement, il aurait fini dans une cellule et il ne saurait pas ce qu'il en serait advenu finalement de sa situation s'il n'y avait pas justement ces caméras. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important, c'est finalement l'aspect émotionnel dans lequel finalement chaque individu va avoir à faire face pour finalement en faire sens de ce qui a été vécu.
Et peut-être la troisième chose, c'est quand tu disais la violence. Alors oui, il y a le fait d'être toujours être dans cette confrontation à la violence sans cesse. Et je pense qu'en soi, effectivement, quand on est toujours à faire face à la violence, on peut devenir violent. On devient violent d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose, encore une fois, qui doit se travailler du côté, enfin, en tout cas sur un plan psychologique, qui doit être travaillé, puisque il faudrait pouvoir, en fait, travailler cette question de positionnement, de comment faire finalement face à la violence, de comment, quand tu parlais d'absorption, mais de comment finalement affronter cette question de la violence, de l'agression, de l'agressivité, pour pouvoir se positionner au bon endroit en tant que policier. Alors, pardon. Vas-y. Je pense que là où tu as dit un mot qui est très important, c'est l'émotion, hein. L'émotion est quelque chose qui est très difficilement maîtrisable. Et évidemment, je peux comprendre que oui, que José Claire, de son émotion, a eu peur. Je pense aussi que des fois aussi, dans certaines actions de police et tout, il y a aussi beaucoup d'émotions qui nous fait faire des choses aussi des fois qu'on ne maîtrise pas. Et je pense aussi de l'autre côté de mes collègues qui aussi ont mis aussi en avant cette émotion qui leur a fait faire des choses aussi peut-être que non maîtrisées, et qui a justement été, comme tu as dit, un dépassement. Oui, il y a eu un dépassement de certaines choses il fallait s'arrêter. Voilà. Et, ces émotions c'est des choses qui justement qu'on doit aussi apprendre à diriger, et ce qu'on appelle la gestion de stress. La gestion de stress. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, euh, on nous apprend à l'école, mais encore une fois, c'est qu'on vous apprend ça une fois, et des fois, il n'y a pas forcément de formation continue. Et quand il n'y a pas de formation continue sur la gestion de stress et tout ça, etc., donc des fois, on n'arrive pas à pouvoir être, on va dire, mis à jour par rapport à certaines situations. Et encore une fois, c'est ça, c'est que l'humain, en fait, a toujours besoin d'être dans la continuité. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours sur soi-même. Et que justement, face à certaines situations, mais encore une fois, c'est que quand il y a des failles dans la formation, justement, qui ne vous permettent pas de pouvoir faire beaucoup de stages de gestion de stress, c'est vrai que des fois, on peut avoir des loupés. Alors les gens vont dire, ouais, mais des loupés, c'est grave. Louper veut dire que oui, effectivement, il y a des choses qui ne devaient pas être faites. C'est la réalité. Maintenant, il y a comme tant d'autres, hein. Mais pour autant aussi, c'est qu'en face aussi, vous avez des fois aussi certains individus, des fois, qui ne sont pas, comment dire, c'est très difficile de pouvoir faire de la pédagogie ou de la prévention ou de la discussion. Donc voilà, des fois, vous avez des personnes qui sont acharnées, très violents, très, comment dire, qui ne sont pas toujours dans l'attaque. Mais pour autant, il faut qu'on garde notre calme, il faut qu'on reste pro. Et des fois, c'est pas forcément évident. Mais alors dans ce cas-là, juste par rapport à ce que tu disais, je pense que le mot stress est déjà réducteur, puisqu'il ne comprend pas finalement et la violence et l'agression et tout ce que ça comporte. Si, beaucoup. Donc, en soi, le stress, enfin, je trouve que la gestion du stress est déjà réducteur. Mais la deuxième chose, ça serait oui, alors l'émotionnel et donc l'émotion du policier, mais il y a à différencier, que ce soit d'ailleurs chez le policier ou dans tout corps de métier, et même chez le peuple, l'émotion, mais aussi les mécanismes inconscients qui finalement sous-tendent le racisme, qui sous-tendent la prise de position, de pouvoir, enfin en tout cas la prise de pouvoir sur l'autre, et qui finalement nourrit cette hiérarchie qui se pose entre moi et l'autre. Je pense que ça aussi, ça différencier parce qu'on ne peut pas tout mélanger et je pense que c'est pas parce que il a été en colère, donc il a fait un dérapage ou qu'il y a quelque chose d'un dépassement qu'on ne peut pas en fait justifier, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas toujours du côté de l'émotion, il peut y avoir aussi du côté donc, des mécanismes inconscients et je pense que ça c'est important de pouvoir différencier. C'est là où on revient à cette question de profil, puisqu'il y a des personnes qui, au-delà de la question de l'émotion, vont finalement rejouer des scénarios. Rejouer des scénarios de prise de pouvoir, de domination, donc de dominant-dominé, d'écrasant-écrasé, et qui se rejoue en fait et qui va du coup créer une sorte de jouissance intérieure et qui va pouvoir au fur et à mesure se nourrir de ce type
de ce type d'échange, d'altercation et de scénario, en fait, tout simplement. Et Thévaki, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est ça en fait, Abdoulaye, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus. Je pense que le terme, donc si on utilise le terme violence illégitime, je pense qu'il faudrait dire gestion des mécanismes inconscients, parce qu'effectivement, c'est pas que le stress. Il y a des personnes, leur laisser aller, le fait de tomber dans de la violence, c'est pas qu'une question de gestion de colère ou de stress, c'est parfois effectivement des choses qui se rejouent de l'enfance, des choses qui se rejouent de hiérarchie, de traces psychiques de je ne sais d'où, de quelle histoire avec un grand H. Donc à cet endroit-là, il y a peut-être aussi que les êtres humains se connaissent mal et que du coup, ils ne savent pas contre quoi ils devraient fighter une fois qu'ils sont sur le terrain et que tout ceci Oui. peuvent leur venir. Et puis puisqu'on parle de terminologie, je pense qu'il faudrait aussi nuancer le fait, tu disais anecdotique, moi je ne pense pas que ce soit anecdotique, je pense que c'est minoritaire. Que ce soit dans la Quand je dis magistrature, que ce soit dans... anecdotique, je veux dire que c'est. Enfin, quand j'ai anecdotique, oui, ça rejoint un peu minoritaire pour te dire que justement que ce n'est pas l'ensemble en fait de la corporation. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je voulais Oui, dire en fait. Pardon. et ça rejoint ma thèse que je pose pour les institutions. Je pense que là, le racisme est minoritaire. Je pense que la société française, le peuple se porte bien. Je ne pense pas qu'il y a tant que ça des questions de racisme. Et pour avoir grandi à Strasbourg, enfin, on a été dans des mondes où on était tous ensemble et ça marche bien en fait, tous ensemble. Nos générations sont vraiment des générations tous ensemble. Mm. Pour autant, je pense que cette minorité qui fait beaucoup entendre parler d'elle et qui prend pouvoir et qui prend sa place dans les débats, dans les médias, elle est toxique, elle est nocive parce qu'elle hurle Exactement. fort. Et on les entend et on les entend très fort. Et donc au lieu qu'il y ait des voix fortes qui disent on ne peut, c'est inacceptable, les termes bougnoules sont inacceptables aujourd'hui, on ne peut plus les entendre. Eh bien, en fait, on entend autre chose. En fait, on entend une espèce de brouhaha de cette minorité qui, pour moi, est toxique. Et je voudrais qu'on vienne. Je voudrais parler aussi d'une affaire qui, pour moi, souligne la problématique. C'est, je ne sais pas si vous connaissez Farid El Amni. Donc, c'est une affaire de violence illégitime ou de violence policière, selon comment on veut l'entendre, d'une personne qui, durant la nouvelle année en 2012, a été à Wissam. Voilà, il s'appelle Wissam El Amni. Et puis, c'est Farid El Amni, son frère, qui fait entendre cette voix-là. Et donc, cette histoire-là, c'est un jeune homme qui a été arrêté à la nuit de la Saint-Sylvestre. Et puis, il a été malmené au commissariat. Donc, il y a des témoins qui en parlent. Je sais que tu aimes bien le contexte, Abdoulaye, donc je te le donne. Et puis, de toute façon, je ne te demande pas de te positionner, mais je le raconte ici. Il y a eu des témoins qui ont dit ces violences-là, qui les ont vues. Il a été retrouvé, je crois, le pantalon baissé. Donc, il y a tous les éléments pour qu'à cet endroit-là, on puisse dire clairement, il y a une problématique d'individu qui a violenté un autre individu, et ces individus qui ont violenté un autre individu portaient un uniforme. Et donc là, il y a un problème. Mais dans cette situation-là, ça dépasse finalement la problématique policière, parce qu'après, la justice ne fait pas non plus son travail dans le cadre de cette affaire. Il y a eu des problématiques dans les expertises où on a dit que ce jeune homme avait pris de la drogue, et puis après, il y a une nouvelle expertise qui a prouvé qu'il n'avait rien pris. Donc, première expertise qui attesterait qu'il aurait pris la drogue, deuxième expertise qui dit que la première était fausse. On voit des failles dans tout le système. Et le problème, c'est que à cet endroit-là, il ne s'agit pas d'une histoire. Il s'agit d'un homme qui a un frère, qui a une mère, un garçon qui a une mère et qui a été mis au monde. Donc à cet endroit-là, on voit un drame. Alors je veux bien entendre qu'effectivement, peut-être que l'individu qui portait cet uniforme ce jour-là, a été débordé par quelque chose, par sa pathologie ou par de la névrose. C'est possible. Mais si on pose ça comme thèse, si tous les trois nous posons la thèse qu'il s'est passé quelque chose, c'est quand même dramatique qu'à aucun endroit du système on puisse dire à cette famille, il s'est passé quelque chose et puis vous avez été victime. Parce que du coup, il n'y a pas la possibilité de réparation. Et la Oui, oui. réparation de tout individu passe quand même par le fait de dire, là, il se passe quelque chose, là, on reconnaît l'injustice. Je pense que notre société manque peut-être de reconnaissance de l'endroit où il y a de l'injustice parce qu'on fonctionne dans le générique, dans le gros, on n'est pas dans la nuance. Et donc, on a peur peut-être parfois de pointer du doigt d'un côté ou d'un autre, alors que si simplement on voyait ce qui s'était passé du côté de l'individu, je pense que notre société, et donc la psychologie, Thévaki, ce que tu disais, les mécanismes et tout ça, notre société aurait plus confiance et en elle, dans le gouvernement, et dans la société, et dans le corps policier. Alors, le truc, c'est que si on doit reparler de cette affaire en 2012, donc je ne connais pas les faits, et finalement, il faudrait aussi qu'il y ait, on va dire, des faits matériels. Donc, est-ce qu'il y avait des caméras au moment où, justement, parce que dans chaque commissariat, il y a des caméras,
etc. Donc voilà, il y a des choses qui justement doivent essayer de permettre à pouvoir établir la vérité. Parce que je pense aussi comprendre aussi que la famille aussi veut avoir des réponses. C'est normal, c'est dans leur droit. Et que justement, que s'il y a une faille du côté de l'institution et que justement ils estiment qu'ils demandent la vérité par rapport à ce qui s'est passé à leur frère, au fils, ou etc., il est normal. Après, donc, je ne peux. Il est très facile aussi aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a ce genre d'affaires, tout de suite, et je le vois, je l'ai remarqué, il n'y a pas le temps du recul ou le temps de la justice. Et que tout de suite, on veuille jeter tout de suite au bûcher, tout de suite. On a les coupables directement désignés, c'est-à-dire c'est la police ou les forces de l'ordre, voilà, etc. Tout de suite, sans attendre les éléments d'enquête. Et quand on explique qu'il faut attendre les éléments d'enquête, que une enquête est ouverte, c'est que justement, c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que justement qu'il y ait une lumière, on refasse l'histoire par rapport à ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, qu'il y ait les éléments, les témoins, les faits matériels, et jusqu'à ce que la justice soit saisie et qu'elle puisse faire son travail. Comme tu l'as dit, la justice aussi a ses problématiques. La justice aussi a son manque de moyens. Parce qu'il faut savoir que la justice crouse sur les dossiers et elle n'a pas le temps de faire ce que. Et ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité aussi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et quand dans une chaîne pénale, il y a une chaîne qui est défaillante, forcément, après, ça va se rejaillir sur le reste. Nous aussi, on peut le ressentir comme ça. Hein, quand on regarde que oui, que quand tu interpelles un individu et que de l'autre côté, bah, juste 2 heures après, il est dehors, c'est la sensation qu'on a, mais on sait très bien. Moi, je sais, j'ai le recul pour me dire que bah, oui, bah, forcément, certains tribunaux ne peuvent pas faire autrement que de relâcher la personne parce que plusieurs facteurs, c'est que peut-être que la personne, voilà, c'est peut-être un primo-délinquant ou il y a une surcharge carcérale. Il y a plein de choses qui font que justement que nous aussi, on peut se sentir aussi lésé par rapport à certaines décisions. C'est une réalité. Maintenant, je pense qu'il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est de se dire que bah, il faut qu'il y ait un suivi, mais vraiment assez fort de nos collègues ou nos futurs collègues pour pouvoir les sensibiliser aux questions qui se passent en ce moment. Mais il faut aussi que les gens comprennent que des policiers ne sont pas là pour leur faire peur. Les policiers sont là pour faire appliquer la loi, pour échanger avec eux et pour leur apporter secours. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. C'est ça notre métier. Notre vocation, c'est vous. Notre vocation, c'est vous. Mais d'autres ne nous aiment pas. On ne cherche pas à se faire aimer, hein, tu sais. On cherche juste à faire notre boulot. Partout où on ira, forcément, on aura des personnes, tu sais, on côtoie la misère humaine au quotidien. Et le fait d'avoir cette misère humaine, c'est de pouvoir essayer de l'appréhender de manière professionnelle. Okay. Et si tu n'arrives pas à l'appréhender de manière professionnelle, là, effectivement, on rentre dans le volet, dans cette thèse où il y a un problème de structure institutionnelle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que justement, l'institution ne va pas pour essayer de se battre contre la misère humaine. Sinon, après, il n'y a pas lieu. On serait une police, j'ai envie de te dire, dictatoriale, une dictature. C'est la police, quand tu sais, quand tu vas dans certains pays, je pense que tu dois le savoir, c'est clair et net que certains coupent les chines. Hein. Certains, dès qu'ils voient la police, certains sortent la matraque, tout de suite, c'est la fuite. Hein. Or qu'on essaye de sortir de cette image que certains veulent nous accoler, c'est-à-dire de cette répression d'une police qui ne communique pas, d'une police qui n'essaye pas de s'expliquer sur certaines choses. Et ça, c'est important. Et moi, j'essaye de faire en sorte, pas moi tout seul, mais on essaye de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Après, concernant le volet justice, je pense que tu as eu une avocate il n'y a pas longtemps et qui a mis en avant ces problématiques, ces difficultés. Parce que la justice aussi, elle est faillible aussi. C'est une institution aussi qui est faillible. Les gens ne peuvent pas comprendre certaines décisions de justice. C'est normal parce qu'encore une fois, on rentre dans le volet de l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on ne cherche pas aussi les faits, on ne cherche pas aussi à savoir pourquoi ça a été décidé comme ça. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans certains amalgames, certaines idées reçues, et essayer de faire preuve de recul et de compréhension, quand je dis compréhension, mais rechercher un petit peu pour essayer de comprendre. Et je dirais aussi peut-être sur ce volet-là de précision à ceux qui nous écoutent. Moi, ce que je conseillerais, que ce soit la justice ou que ce soit le monde policier, il faut être précis en fait dans ce qu'on est en train de vivre et être garant
de ce qu'on vit, parce que c'est des gros mailles de filet, c'est-à-dire que ce soit le policier qui a un problème et qui du coup demande de l'aide, ou que ce soit le citoyen qui demande de l'aide, si on n'est pas garant de sa justice, si on n'est pas garant de ce qui s'est passé, si on ne va pas justement par les systèmes judiciaires, par le fait d'écrire sur ce qu'on a vécu, je pense que parfois, il peut rien se passer, parce que j'ai aussi vu des policiers qui ont payé pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc en fait, des deux côtés, si tu restes silencieux, si tu ne prends pas parole, je pense que notre société n'est pas dans la protection, et que chacun doit être vraiment garant et mener de grands combats. Je reparle de ce Farid El Amni qui mène son combat à lui, qui fait que du coup sa cause, bah, elle est partagée du côté des policiers comme toi tu le fais, Abdoulaye, ou du côté des citoyens. Je pense qu'il faut plus voilà, être garant de son espace et en dire quelque chose. Et avec Tebaki, quand on a pensé cette émission avec toi, on voulait aussi vraiment que les gens puissent entendre le mal-être policier. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous parler finalement de l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire du contexte? Il y a beaucoup de choses, effectivement. C'est que, il faut savoir, quand tu regardes, il y a eu, depuis ces dernières années, donc on est surutilisé sur beaucoup de choses, hein. Donc, à la fois la menace terroriste qui est très, très présente, parce qu'on reste quand même, c'est quelque chose qui nous a vachement marqué, beaucoup, beaucoup marqué. Il y a aussi dans le quotidien, dans les quartiers sensibles où on fait face effectivement à une violence, la société devient de plus en plus violente, où l'autorité de l'État est remise en cause, beaucoup. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, où ça a été quelque chose de très difficile à gérer. Et encore, et là maintenant, tu as la crise du coronavirus qui est présent. Et toutes ces choses-là, justement, fait que ça alimente un mal-être qui était déjà existentiel, déjà, qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. Et je le disais aussi il y a quelque temps, que la police, en fait, c'est un mur moisi, c'est un mur moisi, mais on a essayé de mettre de la peinture dessus. Mais pour autant, la moisissure ressort et le traitement n'a pas été fait en fond. Et malheureusement, on en est là. Il y a des bonnes volontés, il y a de bonnes volontés qui veulent essayer de faire avancer les choses, qui veulent essayer de faire changer les choses. Mais la réalité du mal-être, c'est que le mal-être, il est très profond et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avancer à cela, qu'on arrive à avancer. Le mal-être aussi fait partie aussi de le suicide. Moi, j'ai des proches, des collègues qui se sont suicidés. Une amie à moi, Maggie Pukuski, avec qui comment dire, j'étais sur un plateau télé, chez Salut les Terriens. On était face à Yann Moix, euh, qui, quelques mois plus tard, justement combattait, prenait position contre le malaise des policiers pour qu'on puisse bosser dans de bonnes conditions, avoir du matériel, avoir une vie sociale, essayer de faire notre boulot, mais essayer d'améliorer nos conditions de travail. Et figure-toi que ce combat l'a tué. Ce pour lequel elle se battait, c'est ça qui l'a tué. Et quand tu as ce genre de choses, tu te dis que on a la facilité parce qu'on a une arme sur nous. Pourquoi? Parce que ça revient au tout début de mon propos par rapport à l'absorption de toute cette violence, l'absorption de toute cette misère humaine. Quand tu arrives à la capacité de pouvoir absorber cela, c'est que tu es bien entouré. Tu vois? Si tu es bien entouré, si ça ne va pas au boulot, tu sais que quand tu vas rentrer à la maison, forcément, voilà, tu arriveras à faire balancier. Mais si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu n'as ni l'un ni l'autre. Il faut savoir que dans la police, nous sommes des groupes. Et quand il s'agit d'aller on va dire, excuse-moi du terme, au combat, il n'y a pas de place pour les faibles. Et il ne faut pas que toi, déjà, ta vocation, c'est de te dire, il faut que je sois utile aux autres. Mais si toi, déjà, tu ne l'es pas bien dans ta tête et que de l'autre côté, tu te sens déjà moins utile et que justement, de l'autre côté, en face, on te le fait remarquer, tu es mis un peu de côté. Tu es mis de côté. Parce qu'on ne peut pas aller avec un collègue ou une collègue qui n'est pas bien pour essayer d'aller essayer de secourir des gens. Parce que peut-être aussi, tu te mets en danger. Et si cette personne aussi n'est pas bien chez elle, qu'elle divorce, dispute ou des trucs comme ça, etc., toutes ces choses-là font un combo qui font justement que ça peut te faciliter le passage à l'acte. Et il est nécessaire aujourd'hui, c'est encore une fois, qu'on puisse prendre conscience de cette réalité. Plusieurs ministres ont essayé de prendre le problème dans tous les sens, mais il n'y a toujours pas eu de solution.
on a eu moins de suicides cette année, mais les chiffres restent quand même très hauts, très hauts, parce que le mal-être il est bien présent. Il est présent parce que quand je te dis que tu fais face à la misère humaine, à la misère sociale, ou des fois à quelqu'un qui est très violent, donc il faut avoir ces capacités d'absorption. Si toi déjà psychologiquement, t'es pas préparé à ça, dans les écoles, on essaie de nous préparer, je te dis, par rapport à la gestion stress et tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus profond. Il faut faire des évaluations psy. Je dirais pas tous les 2 ans, un truc tous les 2 ans, pour essayer de voir un peu le moral des troupes. Il faut aussi si le moral des troupes il est pas bon, est-ce que tu penses que tu peux la réutiliser? Si déjà le mec il est déjà usé déjà moralement, c'est pas parce que tu vas nous offrir quelques avantages que forcément, tiens, ben voilà, je vais vous donner une prime de fidélisation, un truc comme ci, un truc comme ça, que ça va peut-être améliorer le moral. C'est pas ça aussi. Il faut mettre en centre aussi l'humain. Parce que quand tu fais face, il faut voir que depuis un certain nombre de temps, on fait face à une société qui est de plus en plus violente. Et en tant qu'humain, parce qu'on a en dessous de l'uniforme, on est des humains, il faut savoir mais qu'est-ce que pense cet humain. Est-ce qu'il est en capacité de porter l'uniforme et de faire face à des personnes violentes? C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, oui, il faut qu'on aille un peu plus loin là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Thévaki? Déjà, je me suis posé la question, est-ce que la police ne serait-elle pas instrumentalisée? Alors, et si oui, par qui? Et puis après, j'étais en train de penser par rapport à cette question d'absorption, si tu utilises le mot absorption par rapport à ce qui est vécu, effectivement, alors il faudrait pouvoir vider ce qui a été absorbé. Il faut avoir cette capacité de vider, mais tu le vides parce que sinon, tu dois avoir une structure qui te permet de vider. Après, on dit oui, nous, on a des numéros verts qui ont été mis en place, du mailing. Après, voilà, on dit toujours oui, et si ça va pas, il faut contacter psy, tout ça, etc. Mais moi, je suis pour justement que, tu sais, des fois, c'est gênant, des fois, pour parler, vous qui êtes dans ce milieu-là, c'est pas évident que quelqu'un puisse parler. Il faut que vous arrivez à trouver le moyen de faire parler la personne. Peut-être de lui tendre la main. Peut-être que si on a ce besoin-là, peut-être qu'on nous tende la main. Peut-être de se dire, ben voilà, qu'on va forcer les choses, ben, essayer de créer dans un commissariat, il y a des permanences. Mais bon, après, comme je te dis, c'est quelque chose aussi qui n'est pas évident parce qu'on est assez, je dirais pas macho dans la police, mais bon, on a ce côté où on n'aime pas trop se montrer nos faiblesses. Parce que si tu montes si toi qui vas pour secourir les gens et que tu montres une forme de faiblesse, bah c'est un peu, voilà, on n'aime pas, on a un peu ce côté, voilà, on veut être fort et tout, on veut rester fort. Mais par moment, on n'est pas fort, on est faillible comme tout le monde, on est des humains. Et il faut savoir aussi par moment aussi essayer d'avoir cette main tendue, cette écoute, cette oreille, cette structure qui vous permet justement de pouvoir vous recentrer sur vous-même et vous dire, vous expliquer certaines choses et de pouvoir absorber cette violence ou certaines situations pour pouvoir rebondir en mieux. Et toi, Abdoulaye, tu dirais que tu te sens comment? Alors, moi, il y a eu il y a eu des moments où je me suis senti faillible. Il y a eu des moments où je me suis senti faillible et tout. C'est-à-dire que il y a eu des moments où j'ai douté. J'ai douté par rapport à mon métier, par rapport à toutes les choses où je me suis dit que non, ça sert à rien. Des épisodes de vie qui vous font que voilà, peut-être tu as envie de tout plaquer et te dire stop ou même tout arrêter, et même peut-être avoir des idées noires. Mais je pense après que c'est une question d'éducation. Parce que quand tu es éduqué, tu as la tête sur les épaules et que tu as conscience de beaucoup de choses, c'est-à-dire la famille, et que tu te dis que tu sers les gens, que voilà, justement, que tu es essentiel dans cette société. Je ne dis pas que en ma personne, mais je pense qu'on fait partie d'un groupe qui est essentiel à notre société. Je dis toujours que la vie, elle est ce qu'elle est, mais elle mérite d'être vécue et qu'on doit la prendre telle qu'elle est. On arrive à la fin de cette émission et je pense que du coup, c'est important qu'on finisse là-dessus. Et alors, effectivement, je pense que la police est essentielle dans notre société, qu'on a besoin de la police.
et qu'on a besoin de personnes comme toi qui parlent de l'intérieur, mais de cette manière-là. Donc, ce genre d'émission me semble importante. On aurait sans doute beaucoup de choses à partager encore. On essaiera de reprogrammer quelque chose. Donc, je vais vous laisser à chacun peut-être donner votre mot de la fin, et puis je conclurai cette émission pour aujourd'hui. Peut-être on peut commencer par toi, Tevaki. Qu'est-ce que tu auras à dire de tout ce que nous avons partagé? De ce que nous avons partagé, mais aussi finalement des dernières paroles là d'Abdoulaye, c'est dans ce que tu semblais dire, c'est qu'il y a finalement une distance entre là, quelque part, l'aide qui est proposée et là où vous vous situez. Et puis, il y a comme un devoir d'être fort, donc un non-droit d'être faible. Il y a comme à chaque fois une distance et une cassure qui revient, en fait, même que ce soit une cassure entre le peuple et la police, que ce soit une cassure entre le peuple et le gouvernement. Il y a toujours finalement cette question d'une certaine distance qui amène à ce qu'il y ait des partis finalement très distincts et qui n'est pas justement dans de l'ensemble. Et je pense qu'il faudrait pouvoir travailler sur cette question de communication, sur cette question de comment faire pour créer une proximité, en fait, une proximité pour que finalement on se sent tous finalement vivre ensemble et pouvoir fonctionner ensemble aussi. Et toi, Abdoulaye, quel serait ton mot de la fin? Alors, je pense qu'il est nécessaire que la police, aujourd'hui, fasse son introspection. Il est nécessaire que de pouvoir expliquer nos actions. Il est nécessaire de renouer cette partie de confiance qui a été égratignée par rapport à divers derniers événements avec la population pour pouvoir être mieux compris. Et je crois en notre police républicaine, utile à notre société, utile à la population. Et j'espère qu'on arrivera à l'avenir à de meilleurs échanges avec la population. Et je reste optimiste. Et il faut croire que la police, dans sa diversité, sert vraiment sa population. Merci Abdoulaye d'avoir répondu à nos questions et puis finalement d'avoir donné un autre regard sur la police. Je pense que c'est ce que tu fais, c'est aussi une partie de ton travail finalement. C'est comme ça que moi je t'ai connu et je pense que c'est très important. Et merci aussi à toi Tevaki pour tes regards toujours aussi fins sur ces questions sociales. Alors pour ma part, je pense qu'il est très important qu'on fasse plus de débats et de partage pour sortir de l'ignorance. Parce que je pense que ces questions de perception, ces questions de biais sont fondées sur de l'ignorance, comme tu disais. Il faudrait que chacun se tende la main, on ne se connaît pas, du coup on est en train de se percevoir à travers les médias, à travers tout ce qu'il y a de pire, en fait, le côté violent de l'être humain. Et moi j'ai l'habitude de dire que je fais confiance en l'homme, mais pas en sa névrose. Je le dirai encore aujourd'hui, je pense que tout ceci est une question de nature humaine et de comment elle est cadrée. Et que plus on fera chacun notre introspection, y compris la société, y compris le gouvernement, y compris ceux qui prennent parole, ceux qui ne prennent pas parole, ceux qui restent silencieux quand il y a l'inacceptable, eh bien on pourrait vraiment avancer finalement tous ensemble. Donc ces débats-là me paraissent fondamentaux et importants, et aussi important de vraiment comprendre qu'il y a un vrai mal-être, comme tu le disais, dans la police, et qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas... On pourrait parfois avoir l'impression que certains restent trop silencieux par rapport à ce qui se passe de dramatique, de ce que vit la société par rapport à la police. Mais moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, comme tu dis, de bonne volonté, que dans la police, il y a aussi une grande souffrance, et que si on enferme le corps policier dans une imagerie négative, eh bien, ils n'ont plus la possibilité de dire qui ils sont vraiment. En fait, on les enferme trop dans un espace où ils ne pourront plus agir, et ils ne pourront même plus agir contre ceux à l'intérieur de la police qui sont en train d'être toxiques. Quand je parlais de cette question des minorités, je pense qu'on a créé deux blocs, la police et les citoyens. En fait, il aurait fallu créer ceux qui cherchent l'équilibre et ceux qui sont le déséquilibre. Parce que pour moi, il y a un déséquilibre dans le racisme, il y a un déséquilibre dans la violence, il y a de la pathologie. Donc voilà, je pense qu'il faudrait plus de psychologues peut-être, plus de psychologie, plus psychologiser notre société. Et puis c'est ce qu'on essaye aussi de faire dans les regards qu'on porte dans cette émission. Donc merci à tous les deux, merci à ceux qui nous suivent. Et puis on se retrouve dans d'autres émissions et puis dans d'autres projets avec toi Abdoulaye, si tu le veux bien. À très bientôt. Merci, à bientôt.